Salut mes amis, c'est Pavel, le projet Miner Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre café du dimanche qui sera un petit peu plus courte que d'habitude parce que déjà il n'y a pas eu énormément d'événements importants. En fait, il y a eu des événements importants mais ça ne change pas nécessairement ma vision des choses. Et aussi, j'ai quelques projets personnels. On va aller voir la Brivade, on va voir une grande fête dans le village où j'habite. Et bon, je voulais un petit peu prendre une pause, pour être honnête. Pour ceux qui font partie de Miner Cash Patrimoine, j'espère d'avoir le temps et j'espère de publier aujourd'hui, bon, aujourd'hui ou demain au pire, la vidéo sur la structure de portefeuille boursier cible que nous allons avoir. Parce que la semaine dernière, nous avons fait la vidéo pour fixer l'objectif d'investissement en bourse dans le cadre de ce projet. Et maintenant, je vais vous parler de la structure concrète de portefeuille que nous allons avoir. Évidemment, on ne parle pas encore des actions concrètes, mais uniquement de la structure. Parce que nous allons commencer progressivement remplir ce portefeuille ensemble afin d'atteindre notre objectif que nous avons fixé la semaine dernière. Donc, inscrivez-vous, Miner Cash Patrimoine. Tous les liens sont à la description à cette vidéo. Et mes amis, n'oubliez pas en like, c'est très important pour maintenir les cafés de dimanche réguliers, pour me motiver de faire ces vidéos. Ça fait toujours plaisir de voir vos retours. Donc pour cette vidéo, mes amis, qu'est-ce qu'il y a d'important? Bon, en fait, le plus important cette semaine, il y a eu deux choses. C'est les statistiques des ventes des maisons, des permis de construction aux États-Unis, parce que c'est vraiment un indicateur d'inflation très important. Évidemment, quand on achète les maisons, surtout quand on achète l'immobilier neuf, ça veut dire que l'économie va très très bien. Et là, elle est ressortie nettement au-dessus des attentes des analystes. Et ensuite, plus tard, cette semaine, il y a eu une rencontre au Portugal de Christine Lagarde, Powell et de président de la Banque d'Angleterre, si je ne me trompe pas. Et c'était un petit peu genre les vacances, je pense. Ils parlaient de tout et n'importe quoi, mais le message principal était qu'on est loin de gagner contre l'inflation. Mes amis, c'est tout ce que je vous disais tout le temps, en fait. Franchement, je ne veux pas me répéter 40 000 fois dans chaque vidéo. Je vous disais que l'inflation n'est pas battue. Je pense que les marchés sont trop optimistes de compter sur le pivot, etc. Donc, c'est depuis le début d'année, je vous répète toujours la même chose. Et cette vidéo ne sera pas une exception. Donc en gros, maintenant, c'est juste que les banques centrales commencent d'être de plus en plus concrets et dire au marché que non, il n'y aura pas de baisse des taux cette année. Je dis que pour moi, il n'y aura pas aussi, donc je partage cette opinion pour hors la situation de catastrophe. Par exemple, si jamais il y a une deuxième crise bancaire, comme on a vécu en mars, et ça provoque une grosse chute boursière, un énorme liquidity crunch, et dans ce cas-là, les banques centrales seront obligées de faire quelque chose, d'injecter la liquidité dans le système financier. Dans ce cas-là, peut-être il y aura des baisses des taux, mais pas dans un cas classique. Le cas classique pour les banques centrales, c'est que finalement, je vais me cocher un petit peu du soleil parce que je ne sais pas si ça va pas être... Voilà, comme ça c'est mieux, je pense. Donc, dans les têtes des banquiers centraux, c'est très clair, et là, ils ne le cachent pas, c'est qu'il y aura encore des hausses des taux. La Fed parle de deux hausses de taux supplémentaires encore cette année, malgré que les marchés comptent que dans 2 mois, les baisses commencent. Je pense que la nouvelle la plus importante de la semaine, c'est que maintenant, les marchés ne comptent plus sur le pivot. Le consensus de maintenant commence à changer, mais par contre, les marchés ne reflètent pas du tout ce changement d'humeur. Ce que j'observe ce dernier temps, dites-moi dans les commentaires si vous partagez cette opinion, c'est que les marchés commencent à ignorer en quelque sorte le fait que, en fait, la politique de la Fed, paradoxalement. C'est bizarre de le dire parce que pendant des années et des années, on ne vivait que grâce à la Fed. En fait, on regardait que la Fed. C'est la Fed qui alimentait tous les espoirs, tous les rêves des traders, des investisseurs. Et j'ai l'impression, en tout cas quand je regarde les marchés financiers, qu'aujourd'hui, les cours de bourse ne sont pas aussi sensibles aux anticipations de la politique des taux. C'est assez surprenant, c'est même très surprenant. Je me demande si ce phénomène peut perdurer longtemps. Quand on regarde par exemple l'indice VIX, l'indice de la peur, on l'appelle parfois, c'est l'indice qui représente la volatilité implicite de l'indice S&P 500 et qui représente quelque part la nervosité des marchés. Là, il est au plus bas, il est presque à des niveaux quand on avait des quantitative easing. J'en ai parlé déjà plusieurs fois de l'indice VIX et moi je vois une opportunité à moyen terme.
Parce que rester à ce niveau-là, quand on n'a pas effectivement de soutien des banques centrales, me paraît vraiment absurde. Mais pour l'instant, le marché, il reste un petit peu dans cette hypothèse. Pourquoi il reste dans cette hypothèse? Je pense qu'il y a quand même une énorme influence des GAFAM, notamment de Apple, qui continue à monter. Et c'est pratiquement le seul segment des marchés qui monte actuellement. En fait, cette hausse, elle a pris sa source, bien évidemment, dans le thématique d'intelligence artificielle, qui continue de hyper. On voit toujours, comme un indicateur, si vous voulez, vous pouvez utiliser l'action C3 AI. J'en ai fait un article sur mon blog, d'ailleurs, il n'y a pas, il y a quelques mois, sur cette valeur, avant qu'encore on a eu toutes ces nouvelles de ChatGPT, etc. Cette action super hype, en fait, elle bouge dans tous les sens. Chaque jour, je vois plus 5, plus 10%, parfois même plus. Parfois, elle chute aussi de même ampleur. Et quelque part, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, elle intègre dans cette action tout le hype de AI. Mais après, les actions qui ont beaucoup plus de concret, c'est Microsoft avant tout. Après Nvidia, parce que c'est elle les équipements d'intelligence artificielle largement, donc elle tire son épingle du jeu. Mais pour Nvidia, il y a un gros problème, c'est la valorisation actuelle et que le hype il a passé par cette action également de manière très significative. Et malgré que Microsoft propose beaucoup plus du tangible de point de vue de l'avenir d'investissement dans l'intelligence artificielle, c'est pourtant, je ne sais pas pourquoi, c'est Nvidia qui a profité le plus de point de vue cours boursier. Je pense que l'explication à ce phénomène, elle est suivante, c'est que Nvidia en profite immédiatement et les marchés sont aujourd'hui vraiment très court terme parce que c'est vrai que vu que beaucoup de solutions AI sont en train d'être relées, notamment le ChatGPT, et ça nécessite beaucoup de puissance de calcul et forcément Nvidia ici elle tire son épingle du jeu et ses profits seront immédiats, tandis que pour Microsoft, il ne faut pas non plus attendre 10 ans, mais ils ne seront pas pour un trimestre suivant. En fait, surtout le hype de Nvidia s'est installé après leur communication que le chiffre d'affaires et le résultat va exploser pour le trimestre suivant. Après, à quel point Nvidia sera capable de maintenir ce résultat sur la durée, moi je pense que ça va être très compliqué. Mais à voir. Je me suis trompé déjà sur Nvidia dans le passé. Aujourd'hui, je suis d'avis que de toute manière, elle va baisser. Mais malheureusement, j'ai explosé toutes mes limites de risque sur cette action. Malheureusement, pour moi, c'était un très mauvais trade cette année. C'était d'ailleurs, je pense que c'était le premier trade négatif où j'ai perdu de l'argent cette année. C'était sur Nvidia. Mais malheureusement, en somme, en valeur, c'était assez significatif. Bon, bref, j'arrête de pleurer par rapport à ma perte sur Nvidia, je vais passer à des choses tangibles. À part ça, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, côté géopolitique, d'ailleurs, je vais vite en parler. Donc, le complot anti-poutinien n'a pas réussi. Par contre, ça a fragilisé énormément le pouvoir. Donc, on peut voir la fin du conflit ukrainien. Pour moi, en tout cas, je vous dis, c'est très subjectif ce que je vais vous dire, c'est que peut-être la fin du conflit va arriver plus tôt que prévu. J'ai une certaine légitimité d'en parler parce que depuis le début de ce conflit, mes pronostics ont été très exacts. Donc maintenant, je ne veux pas estimer au pif parce que ça va vraiment pas faire sérieux, mais avant la fin de cette année, je pense qu'on a toutes les chances de finir une fois pour toutes avec ce conflit. En revanche, il y a toujours un énorme risque, c'est l'explosion de la centrale nucléaire Zaporožie. Ça, il faut vraiment faire attention à cela. Quelle sera la réaction internationale? Parce que si Poutine est maintenant complètement contre le mur, c'est un effet, vous voyez, d'un rat coincé qui peut jeter sur n'importe qui. Et quelles seront ses décisions quand il va enfin réaliser que c'est foutu pour lui? Je pense qu'il a déjà réalisé, mais quelles seront les conséquences? C'est très difficile à anticiper et ça peut géopolitiquement, parce qu'il y a encore, n'oubliez pas, il y a toujours des armes nucléaires, il y a toujours le contrôle sur cette centrale, il peut faire encore des dégâts, voilà, malheureusement. Voilà. Ça, c'est le côté géopolitique. Donc voilà, en gros, ce qui se passe de point de vue des marchés, les marchés ont rebondi, donc il y a eu une correction notamment sur CAC 40. Maintenant, le CAC 40 est revenu sur 7400. Je vous rappelle que j'ai une position actuellement bear call spread justement entre 7400 et 7800. J'ai ouvert une position similaire bear call spread pour ceux qui font partie de mon club Option Invest. Vous avez toutes les positions en détail. C'est une stratégie globalement qui se traduit par
en biais baissier, mais pas agressif. En gros, je parie que le CAC 40, d'ici l'expiration, pour moi l'expiration c'est en septembre, va rester en dessous de niveau 7400. Voilà, c'est ça mon pari. S'il dépasse un niveau, je vais commencer à perdre jusqu'à 7800. Donc au-delà de 7800, ma position ne va plus rien faire. Voilà, donc en gros, c'est ça mon pari. J'ai fait la même chose sur S&P 500 pour le range de 4500 jusqu'à 4600, je crois. Bon, je ne sais même plus déjà. Bon, j'ai publié en tout cas sur Telegram de Club Option Invest. Vous savez, vous connaissez ma position et les détails du trade que je passais. En gros, j'ai ouvert la position similaire sur l'indice S&P 500. Attention, pour ceux qui ne sont pas experts dans les options, il ne faut pas tout de suite mettre dans un cas des bearish qui short les marchés. En fait, c'est une position structurellement short, mais ce n'est pas en short sec. En fait, c'est une short déjà dans l'esprit de revenu passif, parce que j'encaisse l'argent quand j'ouvre la position, et grosso modo, mon potentiel de gain est limité, mon potentiel de perte est illimité. Ça peut paraître con comme stratégie, mais ça ne l'est pas. C'est parce que c'est tout simplement une stratégie, ce qu'on appelle de revenu passif. Voilà. Donc si jamais les indices restent en dessous des niveaux que je viens d'évoquer, dans ce cas-là, je vais tout simplement encaisser l'argent que j'ai touché en vendant mes options. Voilà. En gros, c'est ça ma position par rapport au marché. Je n'ai pas fait grand-chose de point de vue de nouveaux achats. J'hésite encore une fois par rapport aux actions pétrolières. Encore une fois, mes amis, Option Invest, ceux qui ne font pas partie, c'est vraiment très intéressant parce que je publie les positions sur lesquelles je vends les options put et souvent mon shortlist, si vous voulez. Le marché pétrolier, j'ai pris quelques positions par rapport au Total Energy BP. Au Total Energy, je voulais passer une position BP, mais je n'ai pas encore fait. Et donc, j'ai présenté également à mes abonnés la liste d'actions pour lesquels je me prépare pour vendre les puts parce qu'ils ont atteint des niveaux qui deviennent intéressants. Ça, vous savez, ça confirme le fait que je viens de vous dire, c'est que c'est uniquement un seul segment de marché des GAFAM qui monte, ou bien des valeurs qui sont orientées intelligence artificielle, et que ce segment qui monte. Dans les autres segments, il y a une véritable correction. Par contre, je ne suis pas le luxe. Peut-être dans le luxe, il y a des choses intéressantes, parce que pour moi, actuellement, elle est très très chère, surtout compte tenu de la situation en Chine et la croissance en Chine. Je ne regarde pas ce secteur du tout. Mais en tout cas, ce qui tire les marchés vers le haut, ce sont des actions bien identifiées, bien concrètes, dont le nom on connaît tous. Voilà mes amis, et dans les autres secteurs, on peut commencer à chercher les opportunités. Également pour les abonnés Miner Cash Premium, j'ai mis à jour le screener des renewables, en fait des énergies renouvelables. Il y a des choses intéressantes qui se passent dans ce secteur. Je pense toujours que c'est un peu tôt d'y aller, mais je mis mes commentaires par rapport à chacune des actions qui fait partie de ce screener. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo, peut-être dans l'espace public, consacrée au marché des énergies renouvelables, parce qu'il ne faut pas oublier. Je vous rappelle encore une fois qu'il faut choper le hype avant qu'il se produise. Il est sûr et certain que les thématiques comme les énergies renouvelables, le metaverse, bon ça selon moi, c'est subjectif, mais objectivement, les énergies renouvelables et les voitures électriques, c'est forcément vont revenir sur la table. Et aujourd'hui, ces secteurs sont un petit peu oubliés. Et de même manière comme à un moment donné, on en avait déjà parlé d'intelligence artificielle, après on l'a oublié, et maintenant c'est revenu sur la table avec des nouveaux projets, avec du concret, etc., etc. Ça va se passer pareil pour les énergies renouvelables. D'ici quelques mois, peut-être d'ici un an, il y aura un événement majeur dans ce segment, on va tous parler que de ça. Donc je suis quasiment certain que ce sera la même chose pour les metaverse, et la méta ex-Facebook vont exploser également en disant que voilà, on avait bien misé sur le bon truc, tout le monde va acheter ces actions-là et tout ce qui est lié au metaverse. Peut-être qu'il y a certaines cryptos qui sont liées au metaverse qui vont flamber. Voilà. Vous voyez, le hype, il retourne. Donc on a eu déjà le hype de metaverse et là maintenant on a oublié ce mot, comme l'a il y a quelques mois. Et un jour, ça peut revenir. Donc, n'oubliez pas les anciens hype. Voilà. Parce que c'est vrai que la première fois qu'on avait parlé de Metaverse, c'était encore très peu concret. Il y avait encore pas mal de choses à améliorer. Mais maintenant, vous voyez, Apple, il sort ses lunettes de
pas d'intelligence artificielle, virtuelle, on va dire de réalité virtuelle ou réalité avancée, qui est super cher. Mais vu qu'ils sont sortis ça, donc ça veut dire qu'ils y croient. Vous savez, Apple, ils étaient toujours une société assez opaque, donc ils n'en parlent pas jusqu'au dernier moment quand ils sortent le produit. Et le produit qu'ils ont sorti, c'est le produit Metaverse finalement. Donc, pourquoi pas, ça ne revient, ce sujet, cette thématique ne revient pas comme le prochain hype sur les marchés. Voilà mes amis, n'oubliez pas que je suis présent toute la semaine sur Telegram. N'oubliez pas en like également et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Mindercash. Et très bon dimanche, bye bye.